Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Saint-Jean, en vous rappelant qu'il reste 17 minutes à votre formation politique. Merci, Monsieur le Président. J'interviens à ce moment-ci à titre de nouveau porte-parole en matière de services sociaux pour le Parti québécois. Dossier qui m'interpelle particulièrement dans le sens où précédemment, j'avais la responsabilité de l'emploi, services, solidarité sociale et lutte à la pauvreté, notamment, et les enjeux d'alphabétisation et d'éducation des adultes. Et lors de l'étude du projet de loi 70, la réforme de l'aide sociale, on a pu voir un grand nombre de Québécoises et de Québécois avec des difficultés qui étaient confrontés aux compressions, aux coupures de la part du gouvernement libéral. On a pu voir aussi, lors de l'étude de ce projet de loi, l'étude va se poursuivre dans les prochains jours, les prochaines semaines, la volonté du gouvernement de couper les gens à l'aide sociale, donc les plus vulnérables, de pratiquement la moitié de leur chèque de base d'aide sociale et faire en sorte que les accès aux services pour les aider à s'en sortir, de se sortir de cette pauvreté, mais d'un autre côté, ces accès-là sont coupés. Donc, maintenant, aux services sociaux, je peux intervenir de l'autre, plus en amont, et j'ai pris connaissance de la motion de censure déposée par nos collègues, les députés de Québec solidaire, notamment ma collègue de Gouin, que j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur le projet de loi 70, notre collègue, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques aussi, à quelques reprises, plus particulièrement dans les dossiers d'éducation. Et je considère que leur motion est très d'actualité, malheureusement. Très d'actualité. Je crois que les députés de Québec solidaire, les députés de la Coalition Avenir Québec, les députés du Parti québécois, nous aurions aimé ne pas avoir à parler de ces enjeux ici, sachant que ces faits-là n'étaient pas présents. Mais malheureusement, ils sont là. Ils existent. C'est des réalités dans nos circonscriptions, dans nos régions. Nous le voyons au quotidien. Comme députés, nous sommes dans nos bureaux de circonscription. Nous avons des attachés politiques qui font un travail extraordinaire pour tenter de sortir ces gens-là de la misère, mais malheureusement, les ressources ne sont pas là, ne sont pas au rendez-vous. Et lorsque les ressources sont présentes, bien, elles sont diminuées. On n'a qu'à penser aux organismes communautaires, Monsieur le Président, notamment les organismes en matière de santé et services sociaux. Je pourrais vous parler des organismes de défense collective des droits qui représentent un certain nombre de citoyens, notamment les citoyens qui sont à l'aide sociale, mais aussi sur l'assurance-emploi, d'autres programmes gouvernementaux. Ces organismes de défense collective des droits n'ont pas été indexés, n'ont pas eu d'augmentation de budget depuis des années. Tous les organismes qui sont sur le pacte, le programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation, n'ont pas été augmentés. Ceux qui sont au PSOC, donc les organismes de santé, services sociaux, eux, ont eu le luxe, le privilège d'être augmentés. Cette année, dans le dernier budget, ont eu une augmentation, une indexation d'1 %. Écoutez, Monsieur le Président, le tarif d'électricité de ces organismes-là, le coût de la vie augmente pour tout le monde, augmente aussi pour les organismes communautaires. Donc, de voir que les organismes communautaires qui sont à la base du maintien de notre tissu social ne sont qu'augmentés d'1 % dans le dernier budget, dans le précédent, n'étaient tout simplement pas augmentés. Donc, arrive, dans les derniers jours, les dernières semaines, le rapport de la protectrice du citoyen. Le rapport de la protectrice du citoyen qui est assez clair. Je comprends que les députés du gouvernement nous disent, bon, on prend acte du rapport. Oui. Il faut prendre acte du rapport, mais au-delà de ça, il faut aussi poser des gestes parce que le rapport est dévastateur. Je pourrais vous mentionner quelques extraits, Monsieur le Président, si vous me le permettez. Page 91 du rapport concernant la réforme du réseau. Le rapport mentionne, au cours de la dernière année, le protecteur du citoyen a constaté des problèmes découlant des transformations issues de la réforme structurelle mise en vigueur le 1er avril 2015. Le manque de planification de la transition pour une réforme de cette ampleur est, selon lui, à la source d'une part des problèmes. Ainsi, lors de l'intégration des offres de services locales à l'échelle régionale en matière de services à domicile, on a eu tendance à implanter
d'implanter l'ensemble du territoire l'offre la moins généreuse. Ça, on a vu ça. On a vu ça. Et plus particulièrement en Montérégie, Monsieur le Président, d'autant plus qu'en Montérégie, nous avons 3 CIS. Hein? Nous avons le CIS Montérégie-Centre, le CIS de la région de Sorel, Saint-Hyacinthe et le CIS du Suroît, de Montérégie-Ouest. Ce qui est arrivé, c'est qu'une partie des services de santé et des services sociaux ont été attribués dans un CIS plutôt que dans un autre. Donc, quand j'entends notre collègue, la ministre des Services sociaux, nous dire que cette réforme-là visait effectivement à faire en sorte que sur le même territoire, qu'il n'y ait pas de dédoublement, bien, dans sa propre région, et les ministres aussi de la Montérégie, elle devrait s'apercevoir que ce n'est pas le cas. Et je ne dis pas ça parce que je demande qu'il y ait seulement qu'un 6 en Montérégie. Je me suis battu pour qu'il y ait plus qu'un 6 en Montérégie. Vous êtes député de Montréal, vous devez vivre aussi la même chose. Mais je peux parler de ma région en Montérégie, ce qui fait en sorte que la protection de la jeunesse relève d'un 6. Toutes les CRDI relèvent d'un autre 6. Ce qui était juridiction de l'agence relève d'un autre 6. Ce qui fait en sorte que dans mon 6, Montérégie-Centre, nous n'avons que 2 hôpitaux. L'hôpital dans ma circonscription et l'hôpital à Charlemagne, l'hôpital Charlemagne. Nous avons la juridiction de l'agence, mais au-delà de ça, là, nous n'avons pas l'entièreté des ressources. Ce qui fait en sorte que quand un citoyen ou une citoyenne vient nous voir à notre bureau avec une certaine déficience physique, intellectuelle, mais on doit faire affaire avec le 6 de notre territoire, qui est le nôtre, Montérégie-Ouest. Lorsque c'est pour la protection de la jeunesse, c'est Montérégie-Est. Donc, on a encore cette problématique-là. Donc, si c'était le seul argument pour faire cette réforme-là, selon moi, cet argument-là ne tient pas. D'autant plus qu'il y a des conséquences. Nous avons vu les conséquences et je pourrais en parler longuement ici. Nous nous sommes battus à plusieurs reprises. Ma première intervention, j'étais assis le dernier pupitre là, en 2008, suite à l'élection de 2008, je m'étais levé. Première fois que je me lève ici à l'Assemblée nationale pour demander l'agrandissement de notre hôpital, l'hôpital du Haut-Richelieu, pour avoir une nouvelle urgence, soins intensifs, bloc opératoire. Et là, c'était pas clair. Président du Conseil du Trésor à l'époque, ministre de la Santé, M. Bolduc, etc. Donc, c'était pas clair ce qui allait arriver avec notre hôpital. Et là, quelques semaines plus tard, je me relève et là, le ministre nous dit on va aller l'annoncer mardi prochain, puis le député est invité. Mais ça, là, c'est en 2009. 2009. Les travaux ne sont pas terminés, là, à l'hôpital. C'est le gouvernement du Parti québécois qui a finalement lancé les travaux en 2013, parce qu'il y a eu plein de problèmes administratifs, etc. Mais là, les travaux, lors de l'élection du gouvernement libéral, ont été arrêtés à l'hôpital du Haut-Richelieu. Pourquoi? Pour l'implantation d'Optilab, des laboratoires. Parce que nous avons été le premier hôpital à lever le drapeau, ils se sont aperçus que là, ils étaient en train de construire un laboratoire beaucoup plus grand que ce que nous aurions dû avoir avec Optilab. Donc, nos travaux ont été suspendus. Ça coûte davantage d'argent aux contribuables. Et là, on ne sait pas ce qu'on va faire avec le nouveau 3e étage que j'ai visité, là, qui est vide, là, qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Ce qui fait en sorte qu'il y a des retards pour prendre possession de l'urgence, nous avons des retards pour prendre possession des blocs opératoires, des soins intensifs, etc., etc. Je ferme la parenthèse sur l'hôpital du Haut-Richelieu. Tout ça pour dire, Monsieur le Président, que les 6 ont posé problème parce que la plupart des services, le pouvoir décisionnel de notre hôpital, de notre territoire, de nos CLSC, de nos CHSLD, mais ont été centralisés à Longueuil. Vous allez me dire, c'est pas très loin, Saint-Jean-Longueuil, mais dans d'autres régions, c'est beaucoup plus problématique. Et lorsqu'on éloigne les pouvoirs de décision du terrain, mais ça fait en sorte qu'on augmente inévitablement la bureaucratie. Parce que, inévitablement, là, nous avons un palier qui s'est ajouté de plus pour faire l'intermédiaire entre l'hôpital du Haut-Richelieu et le territoire du Haut-Richelieu-Rouville et celui de Charlemagne, à Longueuil. Monsieur le Président, dans le budget 2015-2016, la ministre des Services sociaux, déléguée aux services sociaux, tantôt nous disait « Il n'y en a pas eu de coupure. Les budgets ont augmenté. » Ça veut dire quoi, augmenter des budgets? Budget 2015-2016, il y a eu une augmentation de 535 millions de dollars, soit 1,4 %. C'est extraordinaire, Monsieur le Président.
on a augmenté le budget de la santé et des services sociaux en 2015-2016. À quoi a servi cette augmentation-là, Monsieur le Président? Lorsque nous savons que les dépenses ont augmenté de 2,8 %, donc inévitablement les services ont été pénalisés. Il y a eu 329 millions de dollars qui ont servi à augmenter le salaire des médecins. Donc, il n'y a pas du 535 millions, 329 millions ont passé à l'augmentation des salaires des médecins. Si le même pourcentage avait servi à augmenter les soins, on n'en serait pas là avec le rapport de la protectrice du citoyen. 2016-2017, on donne une nouvelle chance au gouvernement de se reprendre. Une augmentation du budget de 775 millions de dollars. C'est extraordinaire, Monsieur le Président. Le budget augmente encore. Le problème, c'est que les dépenses ont augmenté de 2 %, donc plus que le budget qui augmente. Et 60 % de cette augmentation-là a servi à augmenter le salaire des médecins, augmenter le salaire du personnel suite à la négo et à payer les intérêts sur la dette des établissements, 24 %. Donc, Monsieur le Président, il n'y a resté que 88 millions de dollars pour augmenter les soins, quand les besoins sont de plus en plus criants, parce que nous avons une population, dans certains cas, vieillissante, mais aussi dans des populations qui ont besoin de soins plus pointus, plus précis, parce que la réalité fait en sorte que il y a des conséquences à ne pas soigner les gens au bon moment. Je pourrais vous mentionner d'ailleurs à ce sujet-là, Monsieur le Président, je vais vous donner un exemple qui a été ici abordé précédemment lors d'une période de questions, mais qui est quand même assez importante. Je vais retrouver, mais je pourrais vous parler de celle-ci par rapport aux déficiences. Page 107, Monsieur le Président. Le rapport de la protectrice du citoyen. En conséquence de la réforme majeure du réseau de la santé et des services sociaux, la majorité des établissements interprètent de façon restrictive les normes d'admission aux services en déficience. C'est ainsi que des enfants et des adultes handicapés doivent encore attendre des années avant d'avoir accès aux services dont ils ont pourtant besoin de façon pressante, comme des services spécialisés en réadaptation. De plus, quand ils ont enfin droit aux services en question, ne sont toujours pas rendus de l'intensité requise. Donc, Monsieur le Président, c'est un autre problème. Je pourrais vous parler, Monsieur le Président, à la page 109 du rapport. Une mère d'un enfant de 3 ans qui présente un trouble du spectre de l'autisme entreprend des démarches pour l'inscrire au centre de réadaptation de sa région. On l'informe alors que les services débuteront 1 an plus tard. À l'approche du moment convenu, la dame communique avec l'établissement et apprend que les délais d'attente seront plutôt de 22 à 26 mois. Il n'y a pas de coupure, Monsieur le Président. Tout va bien. Page 108. La mère d'un enfant atteint d'un syndrome très rare qui l'empêche de s'alimenter se plaint que le centre de réadaptation a coupé la subvention qu'elle recevait depuis 3 ans. La somme couvrait une partie des frais de déplacement de l'enfant vers un hôpital situé à plusieurs kilomètres du domicile familial où il reçoit des traitements. Motif de la décision, l'enfant n'est pas une personne handicapée selon les critères du programme. Au terme de son enquête, le protecteur du citoyen a rejeté cette interprétation, considérant que les limitations de l'enfant s'apparentaient bel et bien à un handicap. Il a recommandé à l'établissement de rétablir la subvention, celui-ci a refusé. Il s'est alors adressé au ministère, qui a répondu que les critères d'admissibilité avaient été interprétés trop largement dans le passé. Ces critères sont actuellement en révision afin que la clientèle soit mieux définie. Compte tenu des limites financières et des listes d'attente, le protecteur est attentif aux résultats de cette révision. Tout va bien, Monsieur le Président. Il n'y a pas de problème en santé et services sociaux. Je pourrais vous mentionner, Monsieur le Président,
Page 97, atteinte de sclérose en plaques. Une dame bénéficiait de 33 heures de service de soutien à domicile par semaine depuis de nombreuses années. Elle s'adresse au protecteur du citoyen parce que le CIS a réduit de 12 heures les services qu'elle reçoit maintenant. Or, ses besoins sont toujours les mêmes. Je saute un extrait du paragraphe et je vais un peu plus loin. Il est vite apparu que la dame faisait face à la réduction des services en modifiant son utilisation des heures allouées. Renonçant à être aidée pour sortir du lit, elle mettait la priorité sur d'autres besoins avec pour conséquence qu'elle dormait désormais dans son fauteuil roulant. Monsieur le Président, on le voit, il y a des conséquences à cette réforme du système de santé des services sociaux qui s'est faite d'une façon précipitée. Lorsqu'on dit que les services ont été retenus dans la région, la partie de la région qui offrait le moins de services, mais ça, c'est des conséquences parce que des gens avaient des services et là, maintenant, dans la nouvelle réorganisation, ces gens-là n'ont plus les services parce que maintenant, c'est l'ensemble du territoire de la région. Donc, Monsieur le Président, nous allons appuyer la motion de censure de la part de nos collègues, les députés de Québec solidaire, parce que nous aussi, nous considérons inacceptables et inadmissibles les compressions et les coupures qui ont été faites par le gouvernement libéral, notamment chez les plus démunis. J'ai parlé longuement de la santé des services sociaux. Je pourrais vous parler dans d'autres domaines, en éducation. Je pourrais vous parler de la solidarité sociale, de dossiers que j'avais jusqu'à récemment. Les conséquences sont nombreuses partout, dans toutes les régions du Québec, chez l'ensemble de notre population. Et je crois que la motion qui est présentée aujourd'hui reflète malheureusement la réalité. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Saint-Jean.